Il y a, dans le ciel, des galaxies qui semblent plus vieilles que l'univers qui les contient. Pas un peu plus vieilles. Assez vieilles pour que, si on prend le chiffre au pied de la lettre, leur lumière soit partie avant qu'il y ait quoi que ce soit d'où partir. Tu as presque certainement croisé une version de cette affirmation. Et tu as sans doute croisé ce qu'elle est censée prouver, que le début de tout ne s'est pas passé comme on te l'a raconté, que le calendrier est cassé, que quelqu'un, quelque part, ne te dit pas toute la vérité. Cette nuit, nous allons découvrir si tout cela tient debout. Et je te donnerai une réponse claire avant la fin. Mais tout se joue sur un détail que presque personne ne mentionne. Personne n'a jamais posé une galaxie sur une balance. Pas une fois, jamais, nulle part. Alors, qu'avons-nous mesuré, au juste, pendant tout ce temps, quand nous disons combien pèse quelque chose là-haut? Installe-toi, laisse la pièce devenir silencieuse. Si tu aimes qu'on remonte une rumeur jusqu'à sa source, au lieu de la répéter, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'à la fin de cette nuit, tu sauras exactement ce que nous avons eu de faux, et ce n'est pas ce que les gros titres ont retenu. Commençons par la phrase que tu as déjà entendue. Quelque part au cours des 2 ou 3 dernières années, tu as presque à coup sûr rencontré une variante de celle-ci. Un télescope en orbite a trouvé des galaxies plus vieilles que l'univers. La formulation change selon l'endroit. Parfois c'est un gros titre, parfois une vignette, parfois un commentaire sous une vidéo qui parle d'autre chose, écrit avec une immense assurance par quelqu'un de très convaincu que les gens aux commandes te cachent des choses. Mais la forme est toujours la même. Nous avons regardé plus loin en arrière que jamais, et ce que nous y avons trouvé ne pouvait pas s'y trouver. Donc, l'histoire qu'on nous a racontée sur le début de tout est fausse. Je veux être précis avec toi, parce que cette phrase fait 2 choses complètement différentes en même temps, et une seule des 2 est honnête. La malhonnête est la plus évidente. Personne n'a trouvé de galaxie plus vieille que l'univers. Jamais. Il n'existe, dans aucun catalogue, aucun objet dont on ait montré qu'il a existé avant le cosmos qui le contient. La rumeur, énoncée aussi crûment, n'est pas une découverte que des scientifiques étoufferaient discrètement. D'ailleurs, arrête-toi un instant sur l'idée même d'un étouffement. Pour cacher une galaxie plus vieille que l'univers, il faudrait que des milliers de chercheurs, dans des dizaines de pays rivaux, partageant les mêmes données publiques, s'entendent tous pour taire la découverte du siècle, celle qui ferait la gloire éternelle de qui la révélerait. Aucun jeune astronome ambitieux ne résisterait à la tentation de publier une telle bombe. Le silence supposé n'existe pas, non par vertu, mais parce qu'il serait, humainement, impossible à tenir. Ce que la rumeur appelle un secret gardé n'est, en réalité, qu'une donnée disponible pour tous, mal lue par beaucoup. C'est la mauvaise lecture d'un vrai résultat, passé de main en main tant de fois que la mauvaise lecture est devenue ce dont les gens se souviennent. Et il faut comprendre comment naît ce genre de rumeur, parce que le mécanisme est presque toujours le même. Au départ, il y a un article technique, prudent, plein de réserves, qui dit quelque chose comme « Ces objets sont difficiles à concilier avec nos modèles actuels de formation ». Puis, un communiqué de presse simplifie un peu. Puis, un titre simplifie davantage. Puis, une vignette, qui doit tenir en 5 mots, laisse tomber toutes les nuances. Et à l'autre bout de la chaîne, ce qui reste, c'est une phrase spectaculaire qui n'a plus grand-chose à voir avec la mesure d'origine. À aucun moment quelqu'un n'a menti. Chaque maillon a seulement un peu trop tiré sur la couverture. Et le résultat final est une affirmation que personne, dans la chaîne, n'aurait signée telle qu'elle. Mais il y a un second travail dans cette phrase, honnête celui-là, bien plus intéressant, dont presque personne ne parle, et c'est la raison de notre présence ici cette nuit. Parce que sous la mauvaise version de l'histoire, il y a un vrai problème, un problème authentiquement non résolu. Les premières galaxies, celles que nous voyons juste après le début, paraissent trop massives, trop mûres, trop tôt. Pas plus vieilles que l'univers, ce serait absurde, mais bien plus abouties que tout ce que nos meilleures théories de la formation des galaxies nous autorisaient à attendre à un âge aussi tendre. Vois-tu la différence entre les 2 versions? La version des gros titres dit « La science s'est trompée sur le début de tout, on te ment ». La version honnête dit « La science a rencontré une surprise sur la vitesse à laquelle les premières galaxies se sont construites, et elle est en train de la digérer. » La première est un scandale sans contenu, qui ne t'apprend rien et ne se vérifie jamais. La seconde est une vraie découverte, riche, difficile, en cours de résolution sous tes yeux.
On t'a vendu la première parce qu'elle fait plus de bruit, mais c'est la seconde qui vaut la peine qu'on y passe une nuit. Voilà l'énigme réelle. Et pour la comprendre, il faut d'abord regarder en face une question qu'on n'ose presque jamais poser. Quand un astronome annonce qu'une galaxie lointaine contient 100 milliards de fois la masse du Soleil en étoiles, comment le sait-il? Il ne l'a pas pesé. On ne pèse pas une galaxie. On ne pose pas des milliards d'étoiles sur un plateau. Ce qu'on reçoit d'une galaxie lointaine, c'est uniquement de la lumière. Un peu de lumière, très ancienne, très faible, étalée en couleurs. Et à partir de cette seule lumière, il faut déduire une masse. Toute la difficulté, tout le drame de cette nuit tient dans ce passage, de la lumière reçue à la masse supposée. Pense à ce que nous recevons, réellement, d'une galaxie distante de 13 milliards d'années-lumière. Pas un échantillon, pas une sonde, pas une mesure directe d'une seule de ces étoiles. Juste quelques photons, épuisés par un voyage de 13 milliards d'années, tombant sur un capteur pendant des heures d'exposition. C'est tout. À partir de cette maigre pluie de lumière, il faut reconstituer une population de centaines de milliards d'étoiles. Leur nombre, leur âge, leur masse totale. C'est un acte de reconstruction prodigieux, l'un des plus audacieux de toute la science, et il ne peut fonctionner qu'en s'appuyant sur des hypothèses. La question n'est pas de savoir si l'on suppose des choses. On en suppose forcément. La question est de savoir si les choses qu'on suppose sont encore vraies là-bas, au bord du temps. Car ce n'est pas une simple conversion, c'est une chaîne d'hypothèses. Et l'une d'elles, tout au bout, remonte à une décision prise en 1955. Retiens ce détail, parce que nous y reviendrons, et qu'il est le pivot secret de toute l'affaire. Une hypothèse formulée il y a 70 ans, pour l'univers proche, à partir des étoiles du voisinage du Soleil, se retrouve glissée, silencieusement, dans le calcul de la masse de galaxies situées au bord du temps, dans des conditions qui n'ont peut-être plus rien à voir. Personne ne l'a caché. C'est écrit dans les articles techniques, en toutes lettres. Mais dans le voyage de l'article au gros titre, cette hypothèse discrète s'évapore, et il ne reste plus qu'un chiffre présenté comme un fait brut. La masse d'une galaxie n'est jamais un fait brut. C'est le résultat d'un calcul, et tout calcul repose sur ce qu'on y a fait entrer. Mais avant d'ouvrir cette boîte, il faut comprendre pourquoi ces galaxies précoces ont été qualifiées d'impossibles. Parce que ce n'était pas un caprice, ni une supposition lâche, suivie d'un faux étonnement. La prédiction qui s'est brisée était l'une des mieux étayées de toute la physique, bâtie sur des fondations vérifiées plus soigneusement que presque tout ce que nous savons. Tout commence avec la plus vieille lumière qui existe. Environ 380 000 ans après le début, l'univers s'est refroidi juste assez pour que les électrons et les protons se lient enfin en atomes, et que la lumière, jusque-là piégée dans une brume opaque, se mette soudain à voyager librement. Cette première lueur, étirée par des milliards d'années d'expansion, nous parvient aujourd'hui sous forme d'un faible rayonnement micro-ondes, présent dans tout le ciel. C'est la photographie la plus ancienne de l'univers, et elle est d'une précision stupéfiante. Songe à ce qu'elle est vraiment. Avant cet instant, l'univers était une brume brûlante et opaque, où la lumière ne pouvait faire 3 pas sans heurter une particule chargée. Aucune image ne pouvait s'en échapper. Puis, en refroidissant, cette brume est devenue transparente d'un coup, à l'échelle cosmique, et la lumière a été libérée dans toutes les directions. Cette lumière-là voyage encore, 13 milliards et demi d'années plus tard, et nous la captons aujourd'hui comme une faible chaleur uniforme venant de partout dans le ciel. C'est le mur derrière lequel nous ne pouvons pas voir, la surface du plus vieux instant observable, et les infimes variations de sa température, un 100 millième de degré, ici ou là, dessinent la carte de la matière telle qu'elle était à l'aube, et nous livrent, avec une exactitude presque insolente, la recette du jeune univers. Elle nous dit, entre 1000 autres choses, exactement combien de matière ordinaire l'univers contenait à cet instant. Et il y a une seconde mesure, totalement indépendante, qui vient d'un tout autre moment. Une seconde après le début, l'univers était un four nucléaire, assez chaud pour forger les tout premiers noyaux légers, l'hydrogène, l'hélium, une trace de lithium. La proportion de ces éléments dépend, elle aussi, de la quantité de matière ordinaire présente. Or, quand on compare les deux, la physique nucléaire à 1 seconde et la physique de la lumière à 380 000 ans, 2 fenêtres séparées par une éternité,
elle s'accorde à environ 1% près sur la quantité de matière ordinaire. Arrête-toi là-dessus un instant. Deux méthodes qui ne se parlent pas, deux époques que rien ne relie, aboutissent au même chiffre. C'est l'une des plus belles confirmations de toute la science, et elle nous donnait le droit d'être confiants sur la façon dont l'univers a démarré. Réfléchis à ce que signifie cet accord. La première méthode lie la composition de la lumière fossile, un rayonnement figé 380 000 ans après le début. La seconde calcule les proportions d'éléments forgés une seule seconde après le début, à partir des lois de la physique nucléaire mesurées dans nos laboratoires. Ce sont deux fenêtres sur l'univers, séparées par près de 400 000 ans, l'une observationnelle, l'autre théorique, sans aucun lien mécanique entre elles. Et pourtant elles convergent, à 1% près, sur la même quantité de matière ordinaire. Quand deux chemins entièrement distincts arrivent au même chiffre, ce n'est presque jamais un hasard. C'est le signe qu'on tient quelque chose de réel. Voilà le socle sur lequel reposait notre certitude. Et voilà pourquoi la surprise, quand elle est venue, a été si vive. Sur cette confiance, on a bâti un modèle complet de la croissance cosmique. Dans ce modèle, la matière ne se rassemble pas d'un coup. Elle s'agrège lentement, petit à petit, les petites structures fusionnant en plus grandes, sur des centaines de millions d'années. Les grosses galaxies bien remplies ne sont pas censées exister au tout début. Elles sont censées être le produit final d'un long empilement patient. Ce scénario porte un nom, la croissance hiérarchique, et il n'a rien d'arbitraire. Il découle directement de la façon dont la gravité travaille sur la matière. Au début, les infimes variations de densité dessinées dans la lumière fossile sont à peine des rides. La gravité, patiemment, attire un peu plus de matière là où il y en avait déjà un peu plus, creusant l'écart. Les petites surdensités s'effondrent les premières, formant de petites structures, qui ensuite fusionnent, s'agrègent, se dévorent, pour bâtir de plus grandes, sur des centaines de millions d'années. C'est un processus lent par nature, dicté par la faiblesse de la gravité aux grandes échelles. Voir de grosses galaxies pleinement formées, au tout début, c'est un peu comme voir un fleuve majestueux à quelques mètres de sa source. Cela ne colle pas avec le rythme que la gravité seule semble autoriser. C'est cette attente, précise et chiffrée, qui rend le mot impossible si lourd de sens quand on l'applique aux galaxies précoces. Ce n'est pas qu'elles surprennent un peu, c'est qu'elles semblent avoir sauté des étapes que le modèle jugeait indispensables. Le mot impossible, dans ce domaine, est souvent lancé à la légère, en général par ceux qui ne font pas les calculs. Je veux donc te montrer la version qui a de vraies dents, parce que ce n'est pas une vague plainte sur des modèles qu'on tord un peu. C'est une loi de conservation, et les lois de conservation sont ce que la physique a de plus proche d'une porte verrouillée. En 2022, un astronome de l'Université du Texas à Austin, Michael Boylan Colchin, a écrit un article très court, 4 pages, 2 figures, aucun co-auteur, qu'il a dédié à la mémoire de Steven Weinberg, l'un des plus grands physiciens du siècle. Le titre du texte, avant qu'il ne soit poli pour la revue, était une question. Peut-on écarter le modèle standard de la cosmologie avec les galaxies à grand décalage vers le rouge? Point d'interrogation. Ce point d'interrogation était le sien. Il en dit long sur l'honnêteté de l'homme et sur la prudence avec laquelle il fallait lire son raisonnement. Réfléchis à ce geste. Il aurait pu titrer « Le modèle standard réfuté » et récolter 1000 reprises tapageuses. C'était à sa portée. Il a choisi de mettre un point d'interrogation, c'est-à-dire d'annoncer, dès la première ligne, qu'il posait une question grave, sans prétendre la trancher. Il présentait un défi sérieux au modèle, tout en laissant explicitement la porte ouverte à ce que le défaut vienne, non de la cosmologie, mais des masses elles-mêmes, c'est-à-dire du passage de la lumière à la masse. Un article dédié à la mémoire d'un grand physicien, coiffé d'un point d'interrogation assumé, ce n'est pas le geste de quelqu'un qui cherche à faire tomber le système. C'est le geste de quelqu'un qui prend la mesure exacte d'un problème et refuse d'en dire un mot de plus que ce que les chiffres autorisent. Voici ce raisonnement, et je veux le suivre lentement. Dans notre modèle de l'univers, une galaxie ne peut pas contenir plus d'étoiles que la matière ordinaire disponible autour d'elle ne le permet. Chaque galaxie est nichée dans un halo de matière noire, et ce halo ne dispose que d'une réserve limitée de matière ordinaire, celle dont on peut faire des étoiles. Il y a donc un plafond absolu. Même si tu convertissais la totalité de cette matière disponible en étoiles, avec une efficacité parfaite de 100%,
tu obtiendrais une certaine masse maximale, et pas 1 gramme de plus. C'est ça, la loi de conservation. On ne fabrique pas d'étoiles avec de la matière qui n'est pas là. C'est pour cela que Boylan-Kolchin parle d'une loi de conservation, et non d'un simple désaccord de modèle. Un modèle, on peut le retoucher, l'assouplir, ajouter un ingrédient. Une loi de conservation, non. Elle dit, il y a tant de matière ordinaire dans cette région de l'univers, pas davantage, et tu ne peux pas en faire sortir plus d'étoiles qu'il n'y a de matière pour les faire. C'est le mur le plus dur qui soit, parce qu'il ne dépend pas des détails compliqués de la formation des étoiles, mais d'un simple comptage. Combien de briques as-tu? Voilà ta maison maximale. Et la quantité de briques, à cette époque, nous la connaissons bien, précisément grâce à cet accord à 1% dont nous venons de parler. Le plafond n'était pas une opinion, c'était une addition. Or, dans le monde réel, cette efficacité n'est jamais parfaite. Loin de là. Dans l'univers d'aujourd'hui, les galaxies ne transforment en étoiles qu'une petite fraction de la matière disponible, de l'ordre de 20% au grand maximum. Le reste est soufflé au loin, chauffé, dispersé par les explosions d'étoiles et les vents stellaires. 20%, voilà le rendement habituel. Et quand Boylan-Kolchin a pris les masses annoncées pour les galaxies les plus lointaines repérées par le nouveau télescope, et qu'il a calculé le rendement qu'il faudrait pour les expliquer, il a trouvé un chiffre proche de 100%. Il aurait fallu que ces galaxies transforment presque toute leur matière ordinaire disponible en étoiles, sans en gaspiller une miette. Non pas 20%, mais la quasi-totalité. Pour saisir à quel point c'est étrange, imagine une usine ordinaire qui gaspille les 4/5 de sa matière première, comme toutes les usines qu'on connaît. Puis imagine qu'on te demande de croire qu'une usine précise, tout au début de l'histoire, ne gaspillait rien, transformait chaque gramme reçu en produit fini, sans la moindre perte, sans le moindre déchet. Ce n'est pas strictement interdit par les lois de la physique. Mais c'est si loin de tout ce qu'on observe partout ailleurs que cela réclame une explication extraordinaire. Soit, ces jeunes galaxies étaient des machines d'une efficacité que l'univers n'a plus jamais reproduite. Soit, et c'est la piste bien plus sobre, nous nous sommes trompés quelque part dans le calcul de leur masse. Et se tromper dans le calcul de leur masse, cela veut dire précisément se tromper dans le passage de la lumière à la masse. Et cela, dans notre modèle, est à la lisière de l'impossible. C'est là qu'était la vraie dent du problème. Pas dans une galaxie plus vieille que le temps, mais dans une galaxie qui aurait dû dévorer sa réserve entière avec une gloutonnerie que rien, nulle part, n'a jamais montrée. Presque tous les récits de cette histoire commencent en 2022, avec un nouveau télescope et un choc. Ce cadrage est commode, et il est faux, et cette fausseté compte, parce que la vraie chronologie révèle quelque chose que la version courte cache. Ce problème a été découvert, nommé, débattu et partiellement expliqué avant même que le nouveau télescope ait quitté le sol. Remonte à 2004. Une équipe menée par Andrea Cimati, travaillant avec un relevé sur le très grand télescope au Chili, publie un résultat sur 4 galaxies situées à une distance correspondant à un univers âgé d'environ 4 milliards d'années. 4 galaxies, cela ne semble pas grand-chose. Mais ces 4-là étaient vieilles. Pleinement assemblées, lisses, régulières, chacune abritant plus de 100 milliards de fois la masse du Soleil en étoiles, sans formation stellaire notable en cours. Dans un univers censé encore empiler laborieusement des petites structures en plus grandes, voilà 4 produits finis. Imagine que tu visites un chantier, très tôt le matin, alors que les ouvriers viennent à peine d'arriver et posent les premières pierres, et qu'au milieu de ces fondations naissantes, tu tombes sur 4 cathédrales déjà achevées, flèches dressées, vitraux en place, comme si elles avaient été bâties pendant la nuit par une équipe invisible. C'est l'effet que produisaient ces galaxies. Non seulement elles étaient massives, mais elles avaient déjà cessé de fabriquer des étoiles, comme si tout leur travail de construction était derrière elles, terminé, alors que le chantier de l'univers venait tout juste de commencer. Une galaxie massive et jeune est déjà surprenante. Une galaxie massive, jeune, et déjà à la retraite, l'était bien davantage. La même année, une autre équipe aboutit à un constat semblable. 2 groupes différents, avec des données différentes, arrivant la même année à la même conclusion troublante, voilà qui écarte d'emblée l'hypothèse d'une bévue isolée. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au fil des années suivantes, d'autres télescopes, dont le vénérable observatoire spatial,
qui a précédé le grand instrument infrarouge, ont continué de repérer, ça et là, des galaxies massives et déjà mûres, à des époques où elles n'auraient pas dû l'être. Le dossier s'épaississait, discrètement, loin des gros titres, article après article, si bien que lorsque le nouveau télescope a braqué son œil sur l'aube cosmique et qu'il a trouvé, non plus 4, mais des dizaines de ces objets précoces, il ne découvrait pas un phénomène inédit. Il confirmait, en masse, une anomalie que la communauté traînait, mal à l'aise, depuis 20 ans. Le problème des galaxies trop mûres trop tôt avait donc près de 20 ans quand le nouveau télescope l'a rendu spectaculaire. Il ne l'a pas créé, il l'a poussé plus loin, plus tôt, plus net. Cette précision de chronologie n'est pas un détail d'érudit, elle change entièrement la couleur de l'histoire. Si le problème était né d'un coup, en 2022, avec un instrument tout neuf, on pourrait soupçonner un défaut de l'instrument, une erreur de jeunesse, un mirage passager. Mais le problème existait déjà, vu par d'autres télescopes, discuté dans d'autres articles, près de 20 ans plus tôt. 2 générations d'astronomes, 2 générations d'instruments sont tombés sur la même bizarrerie. Quand une anomalie survit au remplacement complet des yeux qui l'observent, elle cesse d'être un artefact et devient un fait à expliquer. Le nouveau télescope n'a pas inventé un scandale. Il a hérité d'une vieille question et l'a rendue impossible à ignorer. Ce télescope, il faut le décrire, parce que ce qu'il fait est prodigieux. Il n'est pas en orbite autour de la Terre, mais à 1,5 million de kilomètres de nous, 4 fois plus loin que la Lune, en un point d'équilibre gravitationnel où il peut garder le Soleil, la Terre et la Lune, tous derrière un même bouclier. Tout cela pour qu'il reste froid. Environ 40 degrés au-dessus du zéro absolu, un froid extrême, parce que ce qu'il traque, c'est la lumière infrarouge, et que tout ce qui est tiède rayonne dans l'infrarouge, y compris un télescope. Un instrument tiède, cherchant une faible lueur infrarouge, ce serait comme photographier une bougie depuis l'intérieur d'un brasier. Voilà pourquoi tout, dans la conception de ce télescope, tourne autour du froid. Un immense pare-soleil, grand comme un court de tennis, déployé sous l'appareil, bloque en permanence la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune, maintenus tous les trois du même côté, grâce à ce point d'équilibre gravitationnel si lointain. Derrière ce bouclier, à l'ombre éternelle, l'instrument se refroidit jusqu'à ses 40 degrés au-dessus du zéro absolu qui le rendent aveugle à sa propre chaleur et sensible à celle des galaxies naissantes. Le placer si loin de la Terre n'était pas un caprice. C'était la seule façon de lui offrir une nuit assez noire et assez froide pour qu'il puisse voir la première lumière du monde. Et pourquoi l'infrarouge ? C'est ce qui rend toute l'entreprise possible, et cela découle directement de l'expansion de l'univers. La lumière qui traverse un espace en expansion s'étire. L'onde qui quitte une galaxie lointaine n'est pas l'onde qui arrive. L'espace lui-même s'est agrandi pendant le voyage, et la longueur d'onde s'est agrandie avec lui. La lumière visible, ou même ultraviolette, émise par les toutes premières galaxies, nous parvient aujourd'hui décalée vers le rouge, jusque dans l'infrarouge. Ce décalage vers le rouge est notre règle à mesurer les distances. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière a voyagé longtemps dans un espace en expansion, plus elle est étirée. Mesure l'étirement, et tu connais la distance, et donc l'âge de l'univers au moment où cette lumière est partie. C'est une idée d'une élégance remarquable, et elle mérite qu'on s'y attarde. Chaque élément chimique, quand il brille ou absorbe la lumière, le fait à des couleurs très précises, comme une empreinte digitale. On connaît par cœur, en laboratoire, la position de ces empreintes. Alors, quand on reçoit la lumière d'une galaxie lointaine et qu'on retrouve la même empreinte, mais décalée en bloc vers le rouge, on sait exactement de combien l'espace s'est étiré pendant le voyage. Ce décalage est notre unique règle pour ces distances extrêmes. Sans lui, nous serions aveugles. Mais c'est aussi une règle à double tranchant, car la distance qu'on en tire dépend de la finesse avec laquelle on a lu cette empreinte et une lecture rapide, faite à partir des seules couleurs générales, sans décomposer finement la lumière, peut se tromper. C'est exactement ce qui est arrivé au premier choc. Voilà donc le nouveau télescope au travail, remontant le temps plus loin que jamais. Et dans ses premières images, en 2022, une poignée d'objets extrêmement rouges, extrêmement lointains, avec des masses annoncées si élevées qu'elles ont déclenché toute l'affaire. Ce sont ces masses-là
que Boylan-Kolchin a passé à sa loi de conservation et qui exigeait un rendement invraisemblable. C'est de là qu'est partie la rumeur. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à ce premier choc, et c'est ici que la science montre son vrai visage, patient, têtu, autocorrecteur. Ces premières masses reposaient sur des distances estimées à partir des seules couleurs, une méthode rapide mais approximative. Il a fallu ensuite braquer des instruments plus précis, décomposer finement la lumière de chaque objet pour épingler sa distance exacte. Et à mesure qu'on le faisait, plusieurs de ces galaxies se sont révélées un peu plus proches qu'on ne le croyait. Or, un objet plus proche, qui brille autant en apparence, est en réalité intrinsèquement moins lumineux, et un objet moins lumineux demande moins d'étoiles. Chaque pas qui les rapprochait de nous mordait dans la masse annoncée. Aucun de ces ajustements n'était une erreur catastrophique. Les objets restaient précoces, restaient intéressants, mais la panique initiale se dégonflait, mesure après mesure. En 2024, une équipe utilisant un relevé appelé Rubis a publié le traitement le plus soigneux de ces objets, et c'est celui qu'il faut garder en tête, parce qu'il refuse d'être simple dans un sens comme dans l'autre. Une partie des candidats s'est bel et bien dégonflée, mais 3 d'entre eux, à des distances correspondant à un univers âgé de 600 à 800 millions d'années, montrent réellement, dans leur lumière, la signature d'une population d'étoiles déjà évoluée. Cette part-là a survécu à l'examen. Ce qui signifie que, pour ces objets, la lumière des étoiles domine vraiment ce que nous voyons, et que la masse annoncée n'est pas un simple artefact. Le problème, dégonflé pour certains, restait bien réel pour d'autres. Et cette nuance, ce refus d'un verdict simple, est précisément ce qui rend ce relevé si précieux. Il aurait été tellement plus commode d'annoncer soit que tout s'était effondré et qu'il n'y avait jamais eu de problème, soit que la crise était totale et que la cosmologie s'écroulait. Les deux versions font de meilleurs titres. La réalité, elle, était grise. Certaines galaxies s'étaient dégonflées sous l'examen, d'autres avaient tenu bon. Une signature dans leur lumière, une cassure caractéristique produite par des étoiles déjà âgées, prouvait que ce qu'on voyait était bien de la vieille lumière stellaire, et non un mirage d'instruments. Pour ces objets-là, la masse était réelle, et l'énigme intacte. Un bon scientifique n'aime pas ce genre de résultats mitigés. Mais il le publie quand même, parce que c'est ce que les données disent. Alors où était l'erreur? Si l'univers n'est pas cassé, si le calendrier n'est pas faux, et si pourtant certaines de ces galaxies semblent vraiment trop massives trop tôt, c'est qu'il faut regarder de très près le seul pont qui relie ce que nous voyons à ce que nous en concluons, le pont entre la lumière et la masse. Et c'est là, sur ce pont précis, que se cache l'hypothèse de 1955. Pour comprendre ce pont, il faut connaître un fait étrange et brutal sur les étoiles. Elles ne brillent pas proportionnellement à leur masse. Pas du tout. Une étoile 2 fois plus massive que le Soleil ne brille pas 2 fois plus. Elle brille bien davantage. Et dans l'autre sens, une petite étoile qui pèse 1/10 de la masse du Soleil ne rayonne pas 1/10 de sa lumière. Elle en rayonne à peu près 1/3 millième. Laisse ce chiffre s'installer. 1/10 de la masse, 1/3 millième de la lumière. Les petites étoiles sont d'une discrétion presque absolue. Elles pèsent, mais elles ne brillent quasiment pas. Cette non-proportionnalité vient de la façon dont une étoile produit son énergie. Plus une étoile est massive, plus la pression et la température règnent dans son cœur, et plus la fusion nucléaire s'y emballe, follement, bien au-delà de ce que la seule masse laisserait attendre. Une grosse étoile est un brasier gaspilleur, éclatant et bref. Une petite étoile est une braise économe, faible et quasi éternelle. 2 astres dont les masses ne diffèrent que d'un facteur 10 peuvent différer d'un facteur plusieurs milliers dans leur éclat. C'est cette pente vertigineuse qui rend la lumière si mauvaise conseillère quand il s'agit de peser. Ce qui domine ce que tu vois n'est presque jamais ce qui domine ce qui est là. Applique maintenant cela à une galaxie entière, remplie d'étoiles de toute taille. Dans une population stellaire ancienne, environ 95% de la lumière que tu reçois provient d'une bande étroite d'étoiles, celle dont la masse se situe entre la moitié et une fois celle du Soleil. C'est là qu'est l'action visible. Mais pendant ce temps, environ 70% de la matière stellaire réelle, la masse, la substance, la vraie quantité d'étoiles, se trouve dans des astres plus petits que la moitié du Soleil, qui ne contribuent presque rien à ce qu'on peut voir.
Mesure bien la situation dans laquelle cela te place quand tu pointes un télescope vers une galaxie à 13 milliards d'années-lumière. La lumière vient d'une population. La masse est assise dans une autre population. Et la seconde est, à toute fin pratique, invisible. Tu observes les étoiles qui brillent, et tu voudrais en déduire le poids des étoiles qui ne brillent pas. C'est comme estimer la foule entière d'un stade en ne comptant que les gens debout sous les projecteurs, alors que la majorité est assise dans l'ombre. Et ce n'est pas une petite minorité qui reste dans l'ombre, c'est le gros de la foule. Rappelle-toi les proportions, elles sont proprement renversantes. La quasi-totalité de ce que tu vois provient d'une mince tranche d'étoiles moyennes, tandis que la majeure partie de la matière se cache dans une multitude de petites étoiles que ta rétine et ton capteur ne perçoivent presque pas. C'est comme si tu voulais connaître le poids total d'un iceberg en n'ayant le droit de regarder que la pointe qui dépasse de l'eau. La pointe est bien visible, brillante, facile à mesurer. Mais l'essentiel de la glace est en dessous, dans le noir. Et pour l'estimer, tu es obligé de supposer une certaine forme, un certain rapport entre le visible et le caché. Change ta supposition sur la forme cachée de l'iceberg, et ton estimation du poids total change du tout au tout, sans qu'un seul photon reçu n'ait bougé. Pour passer des uns aux autres, il te faut un rapport, une recette, une hypothèse sur combien d'étoiles invisibles accompagnent chaque étoile visible. Cette recette porte un nom, la fonction de masse initiale. C'est la répartition supposée des masses stellaires à la naissance d'une population d'étoiles. Combien de grosses, combien de moyennes, combien de petites. Et la version de référence, celle qui a servi de socle à d'innombrables mesures de masse de galaxies, a été proposée en 1955 par l'astrophysicien Edwin Salpeter. Une seule courbe, tirée d'observations du voisinage du Soleil, érigée en règle universelle. Chaque fois qu'un titre annonce la masse d'une galaxie à l'aube des temps, il y a, tapis dans le calcul, cette hypothèse de 1955, l'idée que les étoiles là-bas, il y a 13 milliards d'années, se sont formées dans les mêmes proportions que celles nées près de notre Soleil aujourd'hui. Il faut être juste avec Salpeter. Sa courbe n'était ni naïve ni paresseuse. C'était un premier pas magnifique, une régularité réelle et utile, tirée honnêtement des étoiles qu'il pouvait observer, c'est-à-dire celles de notre propre voisinage galactique. Le problème n'est pas la courbe. Le problème est ce que nous en avons fait, en la traitant comme une constante universelle de la nature, valable en tout lieu et à toute époque, alors qu'elle n'était qu'un instantané d'un seul endroit et d'une seule période. On a pris une photographie de famille du quartier, et on a supposé qu'elle décrivait tous les habitants de tous les temps. C'est une hypothèse commode, souvent raisonnable, mais qui n'a aucune raison d'être vraie au bord du temps. Et c'est précisément là que le sol se dérobe, parce qu'il y a de bonnes raisons de penser que cette hypothèse, parfaitement valable près de nous aujourd'hui, ne l'est pas forcément dans l'univers primitif. Les petites étoiles ne sont pas un ingrédient par défaut du cosmos. Elles sont la conséquence de quelque chose. Voici pourquoi. Une étoile naît quand un nuage de gaz s'effondre sous sa propre gravité et se fragmente en morceaux. La taille de ces fragments dépend de la température du nuage. Un nuage froid se brise en petits morceaux, qui donnent de petites étoiles. Un nuage chaud résiste, ne se fragmente qu'en gros blocs, et donne de grosses étoiles. La raison en est simple et profonde. Pour qu'un morceau de nuage s'effondre et devienne une étoile, sa gravité doit l'emporter sur l'agitation thermique de ses particules. Dans un nuage chaud, les particules s'agitent vigoureusement et résistent à l'effondrement, si bien que seuls de très gros amas, dotés d'une gravité écrasante, parviennent à se contracter. Dans un nuage froid, l'agitation est faible, et même de petits amas peuvent basculer et s'effondrer. La température fixe, donc, littéralement, la taille du plus petit morceau capable de devenir une étoile. Froid, tu obtiens un fin saupoudrage de petites étoiles. Chaud, tu obtiens quelques monstres et rien entre les deux. Tout dépend de la capacité du nuage à évacuer sa chaleur pendant qu'il s'effondre. Or, pour qu'un nuage devienne froid, il doit pouvoir évacuer sa chaleur, se refroidir en rayonnant. Et l'hydrogène et l'hélium pur, les seuls éléments présents au tout début, sont de piètres réfrigérants. Un nuage fait uniquement de ces gaz primordiaux, ne descend guère en dessous de 200 degrés au-dessus du zéro absolu. Ce qui change tout, ce sont les éléments lourds, le carbone, l'oxygène et la poussière qu'ils forment. Le carbone et l'oxygène rayonnent la chaleur avec efficacité, même à très basse température. Mieux encore,
À forte densité, ces éléments lourds se condensent en grains de poussière solide, et la poussière est un radiateur superbe. Ajoute de la poussière à un nuage qui s'effondre, et il peut descendre jusqu'à 10 degrés au-dessus du zéro absolu, au lieu de 200. Et comme la masse typique des fragments dépend fortement de la température, ce refroidissement change le résultat d'un facteur d'environ 100. 100, ce n'est pas un léger ajustement, c'est un changement de nature. Un nuage primordial, chaud, incapable de se refroidir sous 200 degrés au-dessus du zéro absolu, se brise en fragments massifs et n'engendre que de grosses étoiles. Un nuage enrichi, poussiéreux, capable de descendre à 10 degrés, se brise en une multitude de petits fragments et engendre surtout des petites étoiles. Entre les deux, la masse typique des étoiles nées change d'un facteur d'environ 100, dans le sens même qui compte pour notre énigme. Le tout jeune univers, dépourvu d'éléments lourds et de poussière, se trouve précisément du côté chaud, du côté des grosses étoiles brillantes, c'est-à-dire du côté où l'on obtient beaucoup de lumière pour peu de masse, exactement ce qu'il faudrait pour expliquer une galaxie qui paraît trop massive. Un nuage froid et poussiéreux fabrique une nuée de petites étoiles. Un nuage chaud et pur ne fabrique que des géantes. Tire-en la conséquence, car elle est vertigineuse. Les petites étoiles ne sont pas un trait naturel de l'univers, ce sont un héritage. Chaque naine rouge qui brûlera encore dans 1000 milliards d'années existe parce qu'une chose énorme a brûlé avant elle, est morte et a semé ses cendres, le carbone, l'oxygène, la poussière, dans le nuage suivant. C'est une pensée qui donne le vertige quand on la laisse s'installer. Chaque petite étoile paisible, chaque naine rouge qui éclairera doucement son coin de galaxie pendant des durées inconcevables, ne peut exister que parce qu'une aînée gigantesque a vécu vite, brûlé fort et explosé, dispersant dans l'espace les éléments lourds fabriqués dans ses entrailles. La discrétion des petites est fille de la violence des grandes. Et cela signifie que la composition d'une population d'étoiles n'est pas une donnée fixe de l'univers. Elle évolue. Elle dépend de tout ce qui s'est passé avant, du degré d'enrichissement du gaz par les générations précédentes. Supposer que la recette est la même partout et à toutes les époques, c'est supposer que cette histoire n'a pas eu lieu. Or, elle a bien eu lieu, et au tout début, elle n'avait pas encore commencé. C'est le point le plus important, alors laisse-moi le poser franchement. L'univers ne naît pas avec du carbone, de l'oxygène et de la poussière. Il naît presque uniquement avec de l'hydrogène et de l'hélium. Tous les éléments plus lourds, absolument tous, ont été forgés plus tard, dans le ventre des étoiles, puis dispersés par leur mort. Cela veut dire que les toutes premières générations d'étoiles se sont formées dans un gaz vierge, sans le moindre agent de refroidissement efficace, dans des nuages qui restaient chauds. Et un nuage chaud, on l'a vu, fabrique surtout de grosses étoiles. Il y a donc une raison physique forte, presque inévitable, de penser que la recette stellaire du tout début penchait vers le haut, vers les grosses étoiles brillantes, et donc que nos masses, calculées avec la recette d'aujourd'hui, étaient probablement surestimées. C'est ce qui rendait l'issue de secours si convaincante, avant qu'on aille vérifier. Mais au tout début, avant que la première génération d'étoiles massives ait vécu et soit morte, il n'y avait ni carbone, ni oxygène, ni poussière. Les nuages restaient chauds. Et un univers de nuages chauds fabrique surtout de grosses étoiles, éclatantes, et peu de petites, discrètes. Regarde ce que cela fait à notre mesure. Si les premières galaxies contenaient une bien plus forte proportion de grosses étoiles brillantes, et bien moins de petites étoiles sombres que notre recette de 1955 ne le suppose, alors elles produisent beaucoup plus de lumière par unité de masse. Autrement dit, pour une même quantité de lumière reçue, il faut bien moins d'étoiles, bien moins de masse, que ce que le calcul standard annonce. La galaxie impossiblement massive pourrait n'être qu'une galaxie ordinaire, lue avec la mauvaise recette. Voilà l'issue de ce cours. Élégante, physiquement motivée, et longtemps considérée comme la solution la plus probable. Et elle avait tout pour plaire. Elle sauvait le modèle cosmologique sans y toucher, en rejetant toute la faute sur une hypothèse astrophysique vieille de 70 ans, ce qui est bien plus confortable que d'ébranler notre récit du début de l'univers. Elle s'appuyait sur une physique de la formation stellaire solide et bien comprise, et elle transformait une crise apparente en une simple erreur de conversion, un problème de recette, pas de cosmos. Pendant un temps, c'était le pari le plus raisonnable de la table.
La plupart des spécialistes s'attendaient à ce que, en pesant enfin directement ces étoiles, on confirme qu'elles étaient bien plus grosses et brillantes que la moyenne, et que les masses annoncées fondent comme neige. C'est justement parce que ce pari était le favori que la façon dont il a tourné mérite qu'on la raconte avec soin. Mais une issue de secours élégante n'est pas une preuve. Et voici ce que j'admire dans cette histoire, ce qui la sépare radicalement d'un complot. La communauté, qui avait tout intérêt à ce que cette issue fonctionne, a décidé de la mettre à l'épreuve pour de bon. Non pas de la supposer, mais de la vérifier, c'est-à-dire de peser, directement, la population d'étoiles invisibles, celle-là même qui ne brille presque pas, au lieu de deviner sa quantité par une recette de 1955. Comment pèse-t-on ce qui ne brille pas? Par une ombre. Les petites étoiles froides laissent, dans la lumière d'ensemble d'une galaxie, une trace ténue, une signature discrète, une légère dépression dans le spectre, autour de 8200 angstroms, produite par des atomes de sodium présents seulement dans l'atmosphère de ces astres minuscules et froids. Cette dépression est faible, parce que ces étoiles ne contribuent presque rien à la lumière collectée. Mais elle est là. Elle est l'ombre portée par la population qui ne brille pas. Prends la mesure de l'audace de cette idée. On veut connaître le poids des étoiles invisibles. On ne peut pas les voir directement, par définition. Alors on cherche leur signature indirecte, la petite morsure qu'elles impriment dans la couleur d'ensemble de la galaxie. Cette morsure du sodium est plus marquée dans les petites étoiles denses que dans les grandes. Et plus il y a de petites étoiles, plus l'ombre est profonde. C'est un détective qui, ne pouvant voir le coupable, mesure très précisément la profondeur de l'empreinte de pas qu'il a laissée. Ce sont les étoiles qui brillent, qui fournissent la lumière de fond, mais ce sont les étoiles qui ne brillent pas, qui creusent cette dépression, et donc qui se laissent, pour une fois, compter. Les étoiles qui éclairent ne sont pas les étoiles qui pèsent, et pour la première fois, quelqu'un allait tout de même les peser. Et si tu mesures la profondeur de cette ombre, tu peux enfin estimer combien de ces petites étoiles se cachent réellement, sans rien supposer d'avance. Le prix à payer est colossal. Il faut accumuler la lumière très longtemps. Pour un tel programme, on a consacré une trentaine d'heures d'exposition à seulement 9 galaxies, en gardant chaque fois le télescope braqué sur un unique objet. 30 heures pour mesurer une ombre. Et on a combiné ces données avec des spectres optiques de très grande qualité, issus d'un relevé au Chili qui avait passé 128 nuits à collecter la lumière de galaxies dans la bonne gamme de distance. Ensemble, ces deux jeux de données couvraient tout l'éventail du spectre nécessaire pour trancher. On a ensuite fait tourner un code d'ajustement, un programme qui cherche la combinaison d'étoiles, grandes et petites, capable de reproduire au mieux la lumière observée sur toute cette gamme. Et c'est ici que l'histoire prend sa tournure la plus honnête. Les chercheurs qui menaient ce travail auraient été ravis, comme tout le monde, de confirmer l'issue de ce cours. Cela aurait résolu le problème d'un trait, rangé la crise, sauvé le modèle. C'était l'issue confortable, l'issue attendue, l'issue que le pari majoritaire annonçait. Ils ont laissé les données parler. Et les données ont dit le contraire de ce qu'on espérait. Et cette issue de secours ne fut pas la seule qu'on a explorée et refermée. Chaque fois qu'une anomalie de ce genre apparaît, une tentation surgit, celle de sauver la situation en modifiant non pas l'astrophysique, mais les règles les plus profondes du cosmos, en imaginant par exemple que la lumière se fatigue et rougit en voyageant, sans expansion du tout, ou que les constantes de la nature changent avec le temps. Ces pistes alternatives ont été proposées, prises au sérieux et testées avec soin contre d'autres jeux de données entièrement indépendants. Et l'une après l'autre, elles ont échoué, incapables de rendre compte à la fois des galaxies précoces et de tout le reste de ce que nous observons. Là encore, la communauté a exploré ces échappatoires les plus séduisantes et a rapporté, sans complaisance, lesquelles ne menaient nulle part. C'est un travail ingrat, presque invisible, et c'est pourtant le cœur battant de la méthode. Et qu'a-t-on trouvé? Pas le soulagement espéré. On a trouvé que certaines de ces galaxies massives, loin d'être riches en grosses étoiles brillantes, comme l'issue de secours le prédisait, sont au contraire riches en petites étoiles, en naines discrètes. On dit qu'elles sont à dominante basse. Les galaxies massives proches, les grandes elliptiques, se révèlent être des reliques formées tôt et déjà riches en petites étoiles. Et une mesure récente a étendu ce constat à des galaxies saisies il y a 7 milliards d'années, dont l'époque de formation
les place exactement parmi les survivantes de la population qui nous intéresse. Il y a, dans l'étude de ces galaxies, un détail qui me hante. Cette dominante de petites étoiles persiste jusque dans les régions extérieures de la galaxie, jusqu'à ses confins les plus ténus. Ce qui signifie que la recette n'a pas été fixée localement, région par région. Elle a été fixée une seule fois, globalement, au moment de la formation, puis gelée pour toujours. La galaxie porte, dans chacune de ses parties, une décision prise il y a 13 milliards d'années, et qu'elle n'a plus jamais modifiée. Prends la mesure de ce que cela veut dire. La proportion de petites et de grosses étoiles n'a pas été fixée localement, ici un peu plus, là un peu moins, selon les conditions de chaque région. Elle a été gravée en une seule fois, partout à la fois, à l'instant de la formation, dans le feu des premiers effondrements. Et depuis, à travers 13 milliards d'années, à travers d'innombrables générations d'étoiles nées et mortes, cette signature initiale est restée. La galaxie est comme un être qui aurait pris, dans sa toute première jeunesse, une décision de caractère, et l'aurait tenue, sans jamais en dévier, jusqu'à un âge extrême. Lire cette dominante de petites étoiles jusque dans les confins d'une galaxie, c'est lire, encore intacte, une empreinte laissée à l'aube du monde. Je dois te dire, par honnêteté, que ce résultat ne fait pas l'unanimité. Il serait malhonnête de présenter 16 ans de littérature comme un consensus limpide. Une critique sérieuse existe, des équipes contestent la méthode, d'autres trouvent des résultats différents. La question n'est pas close. Mais l'essentiel, pour cette nuit, est là. L'issue de ce cours la plus élégante, celle qui aurait tout réglé d'un coup en accusant simplement la recette de 1955, n'a pas tenu proprement. Le réel est plus embrouillé. Pour certaines galaxies, la recette est bien en cause. Pour d'autres, non, et le problème de la masse précoce garde ses dents. Et ce verdict partagé est, en un sens, le résultat le plus honnête et le plus inconfortable qui soit. Il aurait été si simple que la recette de 1955 soit entièrement fautive, auquel cas tout le problème se dissolvait, et l'univers primitif redevenait sage. Il aurait été presque aussi simple qu'elle soit entièrement innocente, auquel cas la crise était totale et nette. Mais le réel a choisi l'entre-deux, le plus exigeant. Pour une partie des galaxies, la recette était bien en cause, et corriger la conversion suffit à les ramener dans le rang. Pour une autre partie, la recette tient. Les mesures directes confirment que ces galaxies sont vraiment massives, et l'énigme demeure. Nous n'avons donc pas une seule réponse, mais deux vérités qui cohabitent, et un problème résiduel, plus petit qu'au départ, mais bien vivant. La communauté a testé son échappatoire préféré, et a rapporté honnêtement qu'elle ne suffisait pas. C'est le contraire exact d'une dissimulation. Et comme si une seule énigme ne suffisait pas, il y en a une seconde, apparemment indépendante, qui semble confirmer la première. Elle ne concerne pas les étoiles, mais les trous noirs. Au cœur des galaxies les plus lointaines, on repère des quasars, des astres d'une brillance folle, alimentés par des trous noirs supermassifs qui dévorent la matière. Certains de ces trous noirs pèsent 1 milliard de fois la masse du Soleil. Et là encore, l'arithmétique coince. Un trou noir grossit en avalant de la matière, mais il y a une vitesse maximale à laquelle il peut le faire, une limite physique. À ce rythme maximal, sa masse double environ tous les 45 millions d'années. Cette limite n'est pas une contrainte technique qu'on pourrait contourner avec un meilleur appétit. C'est une frontière physique. Quand un trou noir avale de la matière trop vite, cette matière, en tombant, chauffe et rayonne une lumière si intense que la pression de ce rayonnement repousse la matière suivante, comme un vent qui souffle vers l'extérieur et freine l'afflux. Il existe donc une vitesse d'engloutissement maximale, au-delà de laquelle le trou noir se coupe lui-même l'appétit. C'est cette limite qui fixe le temps de doublement. Et même en la supposant maintenue en permanence, sans la moindre pause, le calcul ne boucle pas dans le temps disponible. Le trou noir géant que nous voyons aurait dû commencer à grossir avant même qu'il y ait des étoiles pour lui fournir des graines. Pour transformer une graine de 100 masses solaires, laissée par une première étoile massive, en un monstre d'1 milliard de masses solaires, il faut environ 16 doublements. 16 fois 45 millions d'années, cela fait à peu près 725 millions d'années. Or, les quasars les plus lointains que nous observons se trouvent dans un univers âgé d'à peine 670 millions d'années. 725 millions d'années de croissance nécessaires,
670 millions d'années disponibles. Cela ne rentre pas. Cela ne rentre tout simplement pas, même si le trou noir mangeait sans discontinuer, au rythme maximal, sans jamais s'interrompre, depuis l'instant même de sa formation. Il y avait donc là une seconde impossibilité, apparemment sans lien avec la première, et qui semblait la confirmer. Et c'est cette convergence qui donne à l'énigme tout son poids. Deux domaines très différents, la croissance des galaxies d'un côté, celle des trous noirs de l'autre, gouvernés par des physiques distinctes, mesurés par des méthodes distinctes, arrivent pourtant au même verdict inconfortable. L'univers primitif a assemblé de grandes choses plus vite que nos modèles ne le prévoyaient. Quand deux témoins indépendants racontent la même histoire, on hésite à les congédier tous les deux. C'est pourquoi personne, chez les gens sérieux, ne prétend que le problème est un simple mirage. Il est réel. Ce qui est faux, en revanche, c'est ce qu'on en déduit dans les gros titres. Un univers qui bâtit vite n'est pas un univers plus vieux que lui-même. C'est un univers dont nous avions sous-estimé la précocité. Et cette énigme-là ne fait que grandir. En juillet de cette année, un relevé européen a repoussé le record encore plus loin. 31 nouveaux quasars trouvés d'un seul coup, le plus lointain siégeant dans un univers d'environ 670 millions d'années, ce qui a plus que doublé le nombre de quasars connus à ces distances extrêmes. Le problème des trous noirs trop gros trop tôt n'est pas en train de se dissoudre. Il se durcit, et il faut mesurer ce que représente cette moisson européenne. Avant elle, on ne connaissait qu'une poignée de ces phares extrêmes à de telles distances, si peu qu'on pouvait toujours espérer qu'il s'agissait d'exceptions, de cas particuliers, de coups de chance de l'observation. En doublant d'un coup leur nombre, ce relevé retire cet échappatoire. On ne parle plus de 2 ou 3 monstres isolés, mais d'une population, assez fournie pour qu'on ne puisse plus la ranger au rayon des curiosités. Plus on regarde, plus on en trouve, et plus la question devient pressante. Comment la nature a-t-elle bâti des trous noirs d'1 milliard de soleils, alors que l'univers venait à peine de fabriquer ses premières étoiles? C'est l'un des plus beaux mystères ouverts de l'astrophysique actuelle, et il n'a rien d'un secret honteux. C'est une question franche, posée à voix haute, à laquelle personne n'a encore de réponse complète. Comme les galaxies trop massives, ces trous noirs semblent avoir grandi plus vite que nos modèles ne le tolèrent. Et le nouveau télescope infrarouge a ajouté à cette galerie une créature encore plus déroutante, que les astronomes ont surnommée les petits points rouges. De minuscules taches, extrêmement compactes, d'une couleur rouge intense, apparues en grand nombre dans les images profondes. On débat encore de leur nature exacte, trous noirs enveloppés de gaz, galaxies ultra-denses, ou un mélange des deux. Mais leur simple abondance, là où on ne les attendait pas, resserre le même nœud. Partout où l'on regarde à l'aube cosmique, on trouve des structures plus mûres, plus massives, plus construites que le récit de la lente accumulation ne le prévoyait. Ce n'est pas une anomalie isolée. C'est un motif qui se répète, d'un type d'objet à l'autre, et c'est ce motif, plus que chaque cas pris à part, qui mérite qu'on le prenne au sérieux. Alors, où en sommes-nous vraiment, cette nuit, une fois la rumeur écartée et l'énigme réelle mise à nu? Nous avons deux façons indépendantes de dire la même chose, que l'univers primitif a bâti des choses, étoiles et trous noirs, plus vite que nous ne le pensions. Ce n'est pas rien. Mais remarque bien ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une galaxie plus vieille que le cosmos. Ce n'est pas un calendrier faux. Ce n'est pas une preuve que le début n'a pas eu lieu comme on le décrit. C'est un problème d'astrophysique, la science de la vie et de la mort des étoiles et des galaxies. Pas un problème de cosmologie, la science du début et de la forme de l'univers. Nous nous sommes trompés sur la vitesse de construction, pas sur la construction elle-même. Et le plus beau, c'est que nous n'allons pas rester dans l'incertitude. 3 instruments, dont 2 ont déjà ouvert l'œil, vont trancher cette question dans les toutes prochaines années, non parce qu'ils ont été conçus pour cela, mais parce qu'ils verront tout simplement mieux et plus loin. Le premier est ce même relevé européen qui vient de trouver les 31 quasars. Un télescope spatial qui balaie déjà le ciel et livre déjà ses données, avec une première grande moisson attendue dès novembre. Il ne regarde pas quelques objets à la fois, comme le grand télescope infrarouge, mais des pans immenses du ciel d'un coup, ce qui lui permet de débusquer les objets rares, les plus lointains, en très grand nombre. C'est une stratégie opposée et complémentaire à celle du grand télescope infrarouge. Ce dernier plonge très profond sur une toute petite fenêtre de ciel, comme un microscope braqué sur un point.
Le télescope européen, lui, balaie large et vite, comme un filet immense qu'on traîne sur tout l'océan. Le premier étudie en détail quelques objets déjà repérés. Le second découvre les objets rarissimes que le premier n'aurait jamais eu le temps de trouver, en couvrant des surfaces de ciel des milliers de fois plus grandes. Ce sont ces vastes moissons qui transforment une poignée de cas troublants en une population entière, statistiquement solide, qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main en invoquant la malchance ou une erreur ponctuelle. C'est ainsi qu'une curiosité devient une contrainte. Le deuxième vient tout juste de s'ouvrir. Au Chili, un observatoire équipé de la plus grande caméra numérique jamais construite a entamé cet été un relevé de 10 ans de tout le ciel austral. Il ne se contente pas de photographier une fois. Il rephotographie le même ciel, encore et encore, nuit après nuit, ce qui lui permettra de surveiller le changement, le mouvement, le clignotement. Il verra, par dizaines de milliers, des horloges lointaines égrener leur temps, des explosions stellaires dont le rythme, ralenti par l'expansion, mesure directement l'étirement du cosmos. C'est un test frontal de notre récit de l'expansion, mené sur un échantillon si vaste qu'aucune coïncidence ne pourra plus s'y cacher. Comprends l'astuce de ce test, car elle est magnifique de simplicité. Une explosion d'étoiles lointaines se déroule selon un scénario connu, avec une montée, puis une décroissance de lumière qui prend, vue de près, un certain nombre de jours. Mais si l'univers s'étire vraiment pendant que cette lumière voyage vers nous, alors le déroulé tout entier de l'explosion doit nous paraître ralenti, étiré dans le temps, exactement comme sa lumière est étirée en couleur. Une explosion très lointaine doit sembler durer plus longtemps qu'une explosion proche, dans une proportion précise, dictée par l'expansion. On peut donc vérifier notre récit du cosmos, simplement en chronométrant des dizaines de milliers de ces horloges stellaires, et en regardant si les plus lointaines battent bien au ralenti. Si l'expansion est une illusion, ces horloges ne devraient pas ralentir. Elles ralentissent. Et le troisième ouvrira à la fin de la décennie, sur une montagne du désert d'Atacama, un télescope dont le miroir mesure 39 mètres de large. Un œil géant, taillé pour capter la lueur des objets les plus faibles, ceux-là même dont la masse se cache dans les étoiles qui ne brillent pas. 39 mètres, c'est la taille d'un immeuble, pour un seul miroir de télescope. Plus un miroir est grand, plus il collecte de lumière, et plus il distingue de fins détails. Un tel œil pourra décomposer la lumière des galaxies lointaines avec une finesse dont nous ne disposons pas encore, lire directement les signatures des petites étoiles au lieu de les supposer, et donc peser la population invisible non plus sur quelques objets péniblement accumulés pendant des dizaines d'heures, mais en série. La question qui, aujourd'hui, exige 30 heures d'exposition pour une poignée de galaxies deviendra une mesure de routine. Ce qui est aujourd'hui une hypothèse fragile deviendra une donnée mesurée. Aucun de ces trois instruments n'a été construit pour régler notre querelle sur les galaxies précoces. Tous les trois la régleront, parce qu'ils verront, là où nous devinons encore, ce qui pèse et ce qui brille, séparément. Il y a quelque chose de rassurant dans cette idée. La réponse ne dépendra pas d'un camp qui voudrait avoir raison, ni d'un débat d'opinion qui s'enliserait. Elle viendra de machines patientes, construites pour d'autres buts, qui empileront la lumière jusqu'à ce que l'ambiguïté n'ait plus où se cacher. Dans quelques années, cette énigme qui nous occupe cette nuit sera probablement tranchée, dans un sens ou dans l'autre, et pas par un argument plus malin, mais par une observation plus fine. C'est ainsi que meurent les vraies questions scientifiques, pas dans un cri de victoire, mais dans une mesure si nette qu'il n'y a plus rien à discuter. La prochaine fois que tu croiseras cette phrase, celle sur les galaxies plus vieilles que l'univers, tu sauras exactement ce qu'il y a dessous. Pas une dissimulation. Pas un cosmos brisé. Une chaîne d'inférences prudente, la plupart solides, l'une d'elles reposant sur une hypothèse de 1955, et une communauté de gens en train de faire le travail difficile de vérifier leur propre échappatoire préféré, et de rapporter honnêtement qu'elle n'a pas suffi. Alors reposons le livre un instant, et regardons ce que nous avons appris, toi et moi, cette nuit. La phrase de départ, celle qui promettait un scandale, un mensonge, un calendrier truqué, était fausse. Aucune galaxie n'est plus vieille que l'univers. Personne ne te cache un objet interdit. Mais la vérité qui se cachait dessous est bien plus riche que le scandale qu'on t'avait vendu.
car nous nous sommes bel et bien trompés. Nous avons eu tort sur la vitesse à laquelle le jeune univers pouvait bâtir des étoiles et des trous noirs. Et nous avons eu tort, aussi, sur l'assurance avec laquelle nous convertissions de la lumière en masse. 2 erreurs réelles, honnêtes, reconnues. Mais aucune des deux ne touche le début lui-même. Le commencement de l'univers est exactement là où nous l'avions laissé. Il faut vraiment séparer ces 2 plans, parce que la rumeur les mélange exprès. Il y a la cosmologie, la science du cadre le plus vaste, du début, de l'expansion, de l'âge du tout. Et il y a l'astrophysique, la science de ce qui se passe à l'intérieur de ce cadre, la naissance, la vie et la mort des étoiles et des galaxies. Ce qui a été bousculé cette nuit, c'est l'astrophysique. Nos idées sur la vitesse à laquelle la matière s'organise en étoiles et en galaxies, sur la façon dont on lit leur masse dans leur lumière. Ce qui n'a pas bougé d'un pouce, c'est le cadre, l'âge de l'univers, la réalité du début chaud et dense, l'accord à 1% sur la matière ordinaire. La rumeur voudrait te faire croire qu'une fissure dans le premier plan lézarde le second. C'est faux. On peut se tromper sur la vitesse de construction d'une cathédrale sans que cela remette en cause l'existence de ses fondations. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette nuit, celle sur la confiance. On te répète souvent qu'il faut faire confiance à la science. Mais on t'explique rarement pourquoi, et du coup la phrase sonne comme un ordre. Or, ce qui mérite ta confiance, ce n'est pas que les scientifiques soient plus intelligents ou plus honnêtes que le reste des humains. C'est le procédé. Un astronome qui écrit, en titre de son propre article, un point d'interrogation, parce qu'il n'est pas sûr. Une communauté qui teste son issue de secours favorite et qui annonce, la mine basse, qu'elle ne marche pas. Des instruments qu'on construit pour une chose et qui viennent, sans le vouloir, arbitrer une autre. Voilà à quoi ressemble une machine à corriger ses propres erreurs. Ce n'est pas la certitude qui mérite ta confiance. C'est cette capacité à se reprendre, publiquement, en direct, sous le regard de tous. Compare un instant les 2 attitudes en présence. D'un côté, la voix qui te murmure qu'on te cache la vérité, qui ne teste jamais rien, ne se rétracte jamais, n'avance aucun chiffre vérifiable, et se nourrit uniquement de ton soupçon. De l'autre, une communauté qui écrit ses doutes noir sur blanc, qui construit des instruments capables de la contredire, qui publie les résultats mitigés qui la dérangent, et qui te dit, sans détour, voilà ce que nous croyons, voilà où nous nous sommes trompés, voilà ce qui reste ouvert. L'une de ces 2 attitudes se prétend courageuse en accusant les autres de mentir. L'autre a le vrai courage, celui de dire, devant tout le monde, nous nous sommes trompés. Demande-toi laquelle traite ton intelligence avec respect. D'ailleurs, cette même honnêteté a un dernier aveu à te faire, et je ne vais pas te le cacher. Souviens-toi de ces 2 mesures indépendantes, la lumière la plus ancienne et le four nucléaire du début, qui s'accordaient à 1% près sur la quantité de matière ordinaire. C'est une réussite éclatante. Mais il y reste un astérisque. La quantité de lithium primordial que la théorie prédit est environ 3 fois supérieure à celle que nous mesurons dans les vieilles étoiles. Cet écart traîne, non résolu, depuis des décennies. L'explication la plus probable est que le lithium est fragile et qu'il se détruit à l'intérieur même des étoiles où nous le mesurons, et un relevé de plus de 100 000 étoiles apporte des indices en ce sens. Mais ce n'est pas clos, et je ne vais pas faire semblant que ça l'est. La vraie science ne repeint pas ces fissures, elle les montre du doigt et se remet au travail. Il reste une image, pour finir, et je voudrais te la laisser pour la nuit. Toute cette énigme, tout ce vertige des galaxies impossibles, tient à un fait simple et étrange sur l'univers dans lequel tu vis. La plus grande partie de ce dont tout est fait, là-haut, se trouve dans des étoiles trop faibles pour être vues. Ce ne sont pas les astres flamboyants qui portent le poids du cosmos. Ce sont les petites, les discrètes, les naines rouges innombrables qui brûleront doucement pendant 1000 milliards d'années, bien après que les géantes se seront éteintes. Elles pèsent l'essentiel, et elles ne brillent presque pas. Nous vivons dans un univers dont la masse est faite de silence. Il y a, dans cette phrase, quelque chose qui devrait te suivre longtemps après cette nuit. Quand tu lèves les yeux vers un ciel étoilé, tu vois les astres flamboyants, les brillants, les bavards. Ce sont eux qui composent les constellations, eux qui ont reçu des noms, eux qui ont guidé les navigateurs. Mais ce ne sont pas eux qui portent le poids de l'univers. Pour chaque étoile assez éclatante pour attirer ton regard, il en existe des multitudes d'autres, plus petites, plus froides,
plus sombre, qui pèse l'essentiel et ne se montre jamais. Le ciel que tu vois n'est que l'écume brillante posée sur un océan de matière discrète. Ce que nous prenons pour l'univers, la myriade de points lumineux, n'est que sa surface la plus tapageuse, pas sa substance. C'est pour cela qu'on a pu croire, un instant, à des galaxies plus vieilles que le temps. Parce que nous avons regardé la lumière, qui est bavarde et minoritaire, et que nous en avons déduit la masse, qui est immense et muette. Nous avons confondu ce qui se montre avec ce qui pèse. C'est une erreur si humaine qu'on la retrouve partout, bien au-delà de l'astronomie. Nous jugeons une foule par ceux qui crient, une époque par ses figures éclatantes, une vie par ses moments spectaculaires, en oubliant la masse silencieuse de tout ce qui, sans bruit, portait réellement l'ensemble. Le cosmos nous tend ici un miroir. Il nous rappelle que le visible et l'important ne coïncident pas, que la lumière attire l'œil, mais ne mesure pas le poids, et qu'il faut un effort, une discipline, pour aller chercher ce qui compte derrière ce qui brille. Les astronomes ont mis des décennies à apprendre à peser l'invisible dans une galaxie. C'est peut-être un apprentissage qui vaut aussi, à sa manière, pour le reste de nos regards. Et l'erreur n'est pas honteuse. C'est l'erreur inévitable d'un être qui ne dispose que de la lumière pour connaître un monde dont l'essentiel ne brille pas. Nous apprenons, lentement, à mesurer les ombres autant que les feux. Et c'est peut-être là le vrai portrait de notre situation dans le cosmos. Nous sommes des créatures de lumière, faites pour voir ce qui brille, aveugles à ce qui se contente d'exister sans rayonner. Toute notre astronomie est née de la lumière, et pendant des millénaires, nous avons cru que voir, c'était connaître. Cette énigme des galaxies impossibles nous rappelle, avec une douceur presque ironique, que voir n'est pas peser, que la lumière est une messagère partielle, qui nous parle beaucoup des minoritaires éclatants et presque pas de la majorité obscure. Grandir, pour une civilisation qui observe le ciel, c'est apprendre cette humilité-là. Ne plus confondre la part visible avec le tout. Deviner, derrière chaque feu, la masse froide qui ne se déclare pas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'affirmera, avec cet air entendu de celui qui sait ce qu'on te cache, qu'un télescope a trouvé des galaxies plus vieilles que l'univers, tu pourras sourire doucement. Non pas pour te moquer, car la personne en face a simplement croisé une mauvaise lecture, répétée 1000 fois. Elle n'est ni sotte ni crédule. Elle a seulement reçu, comme des millions d'autres, une phrase déjà déformée à la source, et elle l'a retenue parce qu'elle était frappante. Nous faisons tous cela, avec 1000 sujets que nous n'avons pas le temps de vérifier nous-mêmes. La seule différence, cette nuit, c'est que toi, tu as pris le temps de remonter la rumeur jusqu'à sa source, de voir la vraie mesure sous le titre et la vraie question sous la vraie mesure. Tu ne sauras peut-être pas convaincre l'autre en une phrase, mais tu porteras désormais, tranquillement, la version honnête de l'histoire, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui a le mérite d'être vraie, mais parce que tu sauras que la vérité dessous est plus belle que le mensonge. Qu'il n'y a pas de calendrier truqué, seulement des humains qui ont appris à peser la lumière, qui se sont trompés dans la recette et qui sont en train, patiemment, de la corriger. Le début est là où il a toujours été, et l'essentiel de l'univers t'attend, immense et discret, dans la clarté de toutes ces étoiles trop timides pour se laisser voir. Dors bien.